Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur le chapitre 19. Dans cette vidéo, on va parler de sous-espaces supplémentaires. Alors voilà la définition. Soit E un K-espace vectoriel, F et G deux sous-espaces. Et on dit qu'ils sont supplémentaires quand E est égal à la somme directe de F et de G. En pratique, ça veut dire quoi? Le fait que déjà E soit la somme de F et de G, ça veut dire que tout vecteur U de E peut se décomposer comme ça en un vecteur de F plus un vecteur de G. Mais le fait que la somme soit directe, ça vous dit qu'en plus cette décomposition est unique. Donc voilà vraiment la vision pratique des espaces supplémentaires. Tout vecteur de E se décompose de manière unique en une somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Voilà un exemple tout simple dans R2. Dans R2, vect de 1, 1 et vect de 2, 1 sont supplémentaires. Et en plus, 1, 1, 2, 1 en forment une base. Plein de manières de démontrer ça. On a fait beaucoup de choses jusque-là, il y a plein de chemins possibles pour expliquer ça rapidement. En voilà un. Je rassemble 1, 1 et 2, 1, qui sont respectivement des bases de leurs espaces respectifs engendrés. Ça me fait une famille libre, car elle est composée de deux vecteurs non collinaires. Donc la somme est directe. Les sommes directes, c'est celles pour lesquelles les concaténations de bases forment une famille libre. Là, c'est le cas. Concaténation de bases forme une famille libre. Donc la somme est directe. Ok. Alors de plus, je viens de le dire, 1, 1 c'est une base de son vect, 2, 1 c'est une base de son vect. Donc leur concaténation est une base de la somme directe. C'est même ce qu'on appelle une base adaptée. Une base adaptée. Je rappelle que base adaptée, ça veut dire concaténation des bases qui forment une base. Ok. Alors on vient de montrer que, bien sûr, vect de 1, 1, 2, 1 égale vect de... Enfin, dans l'autre sens, on a montré que vect, la somme des vects, était directe, égale à vect de la concaténation. Mais maintenant, c'est terminé, parce que vect de la concaténation, c'est quoi? Regardez, vous avez une famille de deux vecteurs, libres, car non collinaires, ces deux vecteurs. C'est donc une famille libre de R2, c'est donc une base de R2. Famille libre de deux vecteurs, base de R2. On peut faire un dessin de ça, donc je vais dessiner le plan, et puis ces deux droites, et on va voir ce que ça veut dire. Alors le plan... Les deux axes. On va dessiner ces deux droites. Alors la droite engendrée par le vecteur 1, 1, eh bien, elle est inclinée à 45 degrés. Celle inclinée par le vecteur 2, 1, la voilà, donc je vais aller de 2 en abscisse et de 1 en ordonnée. La voilà. Alors, j'arrive pas à être exact, c'est pas grave. Voilà. Alors en rouge, vect de 2, 1. En vert, vect de 1, 1. Et je suis en train de dire que tout vecteur du plan peut être écrit comme une combinaison d'un vecteur qui suit la droite rouge et d'un vecteur qui suit la droite verte. Bon, je vais prendre un vecteur quelconque, disons par exemple par ici. Comment fabriquer ce U avec un vecteur qui suit la droite rouge et un vecteur qui suit la droite verte? Eh bien, vous pouvez faire comme ça. Vous suivez un peu la droite rouge jusqu'au bon moment, puis vous suivez parallèlement à la droite verte sa direction. Donc, je suis parti sur la droite rouge et puis j'ai ajouté un vecteur de la droite verte. Ok.
Donc tout vecteur du plan, pour tout vecteur du plan, je pourrais faire ça. Je suis ce qu'il faut sur la droite rouge, et puis quand je peux ensuite me déplacer parallèlement à la droite verte, j'ajoute ce qu'il faut pour arriver au vecteur U. Alors un petit exercice, montrons que dans l'ensemble des matrices Mn de R, le sous-espace des matrices symétriques et le sous-espace des matrices antisymétriques sont supplémentaires. Pour ça, on va procéder en vérifiant cette phrase-là. Tout vecteur de E se décompose de manière unique. Autrement dit, montrons que tout M appartenant à Mn de R se décompose de manière unique en M égale, on va dire, S plus A, S appartenant à Sn de R, S est symétrique, et A appartenant à An de R, A est antisymétrique. Quelque chose qui marche quand même assez bien régulièrement pour démontrer ce genre de choses, c'est l'analyse synthèse. Parce que vous partez d'un M ici et vous cherchez S et A. C'est en faisant des opérations, on va dire en bidouillant, que vous allez avoir potentiellement des candidats pour S et A. Ça, c'est l'analyse. Synthèse, vous vérifiez si votre éventuel unique candidat fonctionne. Analyse. Alors, vu qu'on est en train de travailler avec des matrices symétriques antisymétriques, ce serait intéressant déjà de prendre la transposée là-dedans. Supposons M égale S plus A. Alors, M transposée, c'est la transposée de S plus la transposée de A, mais c'est-à-dire la transposée de S, c'est S, et la transposée de A, c'est moins A. S moins A. J'ai M égale S plus A. J'ai transposé de M égale S moins A. Je vais pouvoir récupérer S et A là-dedans. Par exemple, en sommant M plus transposé de M, ça va me faire S plus A moins A, ça va me faire 2S. Donc S égale M plus transposé de M sur 2. Et puis A, je vous laisse vérifier, vous faites la différence des deux, ou alors vous reportez S dans cette équation, et vous allez trouver M moins sa transposée sur 2. Synthèse, alors attention, c'est pas terminé. Souvenez-vous du principe de l'analyse synthèse. Voilà deux candidats. S'il y a des solutions, s'il y a une solution à ce problème, ça ne peut que être celle-là. L'analyse prouve l'unicité. Existence, est-ce que c'est vraiment une solution? Vérifions. On vérifie que cette solution convient. Bon, on a clairement, vous faites la somme des deux. S plus A, ça fait quoi? Les M transposés se simplifient, il vous reste 2M sur 2, il vous reste M. De plus, il faut vérifier que S est symétrique et que A est antisymétrique. S transposé, ça fait quoi? M transposé plus M sur 2, par linéarité de la transposée, ça fait bien S. A transposé, ça fait de la même manière M transposé moins M sur 2, ça fait moins A. Donc, c'est bon, S appartient à S n de R. A appartient à n de R. Ok, l'analyse synthèse est quand même souvent utile quand on veut trouver des supplémentaires et qu'on ne peut pas trop calculer. Voilà un exemple d'autres manières de montrer, de montrer que des espaces sont supplémentaires. Alors en règle générale, cette phrase-là, elle est fausse, vous pouvez la rayer, et on va la remplacer. C'est pas ce que je voulais dire. En règle générale, rayer tout ça, on ne sait pas si un sous-espace vectoriel donné admet un supplémentaire. Ce que je voulais dire, c'est on ne sait pas calculer des supplémentaires. En fait, c'est vrai que tout sous-espace admet un supplémentaire, mais en règle générale, en dimension infinie, c'est un problème très compliqué, c'est même possible, dans certaines situations, de ne pas pouvoir écrire le supplémentaire.
Tout comme il y a certaines intégrales, on sait qu'elles existent, mais on ne sait pas les calculer. Donc c'est un problème compliqué en règle générale, mais en dimension finie, ce qui est, je le rappelle, la grande majorité du temps notre cadre de travail, c'est simple grâce au théorème de la base incomplète. Alors voilà la proposition. C'est une proposition, mais c'est aussi un algorithme. Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie, et F un sous-espace de E. Alors F admet un supplémentaire, et puis c'est la preuve qui vous explique comment le fabriquer. Donc on regarde cette preuve, et puis on rajoutera une petite phrase à la fin de la proposition. En fait, cette preuve, l'idée est simple, c'est de partir d'une base de F, et de la compléter en une base de E. Et votre supplémentaire, ce sera vect des vecteurs ajoutés, l'espace engendré par les vecteurs ajoutés. Vérifions ça. Alors on va noter n la dimension de E. B une base de E, ça a rayé, ça vient trop tôt, je voulais pas en parler tout de suite. Comme f est inclus dans E, il est de dimension finie, plus petite que n. Appelons-la R, et donc W1 jusqu'à WR, on peut appeler ça, on peut appeler W1 WR une base de f. C'est une famille libre en tant que base, donc par le théorème de la base incomplète, je peux la compléter en rajoutant ces vecteurs-là, en une base de E, que je vais noter B. Très bien, et bien je vais noter G, l'espace engendré par les vecteurs ajoutés. Cette famille des vecteurs ajoutés, elle est libre. C'est une sous-famille de la base B qui est libre. Et donc, cette famille, c'est une base de G. Alors, on rassemble tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a concaténé une base de F avec une base de G, et on a obtenu une base de E. En particulier, on a obtenu une famille libre. Ça veut dire que la somme est directe. Mais on a aussi obtenu une base de E. Ça veut donc dire que cette somme, c'est E. J'ai une base ici, là, cette base B, qui est à la fois une base de E et une base de F plus G. Donc E égale F plus G. Et puis, on vient de le dire, la somme était directe, c'est terminé. Moralité, on peut ajouter cette phrase à la fin de la proposition 11. F admet un supplémentaire, 2 points, l'espace engendré par les vecteurs ajoutés en complétant une base de F en une base de E. D'accord, donc cette proposition nous affirme l'existence de supplémentaires en dimension finie, mais en plus nous donne un algorithme pour les trouver. Voilà ce qu'on fait. Alors si on ne recherche pas des supplémentaires, mais qu'on veut juste montrer que deux espaces sont supplémentaires, il y a un autre moyen de le faire qui est aussi très rapide, qui est le suivant. Une caractérisation des supplémentaires en dimension finie. En dimension finie. Donc, soit E1, K-espace vectoriel de dimension finie, F et G des sous-espaces, eh bien ils sont supplémentaires si et seulement si on a les deux choses-là suivantes en même temps. F inter G est l'espace nul, et la somme des dimensions de F et de G me donne la dimension de E. Caractérisation très simple à vérifier. Alors on regarde cette preuve. De gauche à droite, si la somme est, supposons la somme directe, supposons les espaces supplémentaires, et vérifions que ces deux points sont vérifiés. Eh bien, l'intersection de F et de G est nulle parce que la somme est supposée directe. C'est notre caractérisation quand on a deux espaces d'une somme directe. Pourquoi maintenant la dimension de E fait la dimension de F plus la dimension de G? On l'a écrit. C'est valable pour les sommes directes. La dimension de la somme, c'est la somme des dimensions. Donc ce sens est facile. Dans l'autre sens, supposons ces deux points et vérifions que la somme est directe. Eh bien, que les espaces sont supplémentaires, pardon. Eh bien, comme F inter G égale l'espace nul, ces espaces sont en somme directe. C'est ce qu'on vient d'utiliser, c'est une caractérisation des sommes directes quand il y a deux espaces. Maintenant, F plus G, F somme directe G, c'est un sous-espace de E, ça on le sait, et en plus on suppose, ça c'est sa dimension, on suppose que cette dimension c'est la dimension de E. C'est ce qu'on a vu
tout de suite après avoir parlé des sous-espaces de dimension finie. Un sous-espace qui a la même dimension que E, ça ne peut que être E. Et donc la preuve est finie. Ok, donc une caractérisation pratique des supplémentaires en dimension finie. Ces deux points sont assez faciles à vérifier en pratique. Alors un petit exercice avant de terminer. Un exercice classique, une supplémentarité assez classique. On prend un K-espace de dimension finie, H un hyperplan et V un vecteur qui n'est pas dans l'hyperplan. Eh bien H et vect V sont supplémentaires. Je vous fais un dessin pour ça. C'est une situation vraiment courante. Vous imaginez, je vais dessiner un hyperplan en dimension 3, donc un plan H. Et puis je vais dessiner un vecteur qui n'est pas dedans, V, pardon. Et ce que je prétends, c'est que, on est dans R3 là, donc E est R3, H c'est mon plan, V c'est mon vecteur jaune. Je prétends que tout vecteur de R3 se décompose de manière unique comme un vecteur dans le plan H et un vecteur selon la droite jaune. Comment faire ça en pratique? Imaginez, vous souhaitez faire ce vecteur-là, U. Comment vous faites? Eh bien, vous n'avez qu'à aller dans le plan, rester dans le plan. Je vais faire ça en rouge, en pointillé. Hop. Vous restez un peu dans le plan, et puis dès que vous êtes au bon endroit, vous montez avec votre vecteur jaune jusqu'à U. Donc là, j'ai décomposé mon vecteur U en un morceau dans le plan, plus un vecteur proportionnel à V. Imaginez typiquement si ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y et ça c'est l'axe des Z. Ce qui se passe ici est clair et vous avez même un angle droit ici. Vous avez le morceau en X, enfin le morceau en XY, pardon, ici, et vous rajoutez l'altitude qu'il faut, le morceau sur l'axe des Z qu'il faut. Mais c'est pas nécessaire qu'il y ait un angle droit. En l'occurrence, c'est pas le cas. Donc si ce vecteur V était vraiment perpendiculaire au plan H, on serait dans une situation typique axe du plan des XY et de l'axe des Z. Mais là, j'ai choisi de dessiner un vecteur V qui est un peu incliné, qui n'est pas parfaitement, qui n'est pas perpendiculaire à mon plan H. Ça marche toujours. Alors je vous laisse chercher la preuve de ça, il suffit de connaître vos définitions et puis d'appliquer la proposition 12. Prenez quelques minutes pour le faire, et puis moi je l'écris à côté, juste ici. Donc mettez pause dans la vidéo, et puis moi, pas de pause, je l'écris tout de suite. Premier point, H intervect V égale 0, car V n'appartient pas à H, bien sûr. Reste juste à vérifier les dimensions. Dim H plus dim de vect V. Quelle est la dimension d'un hyperplan? Eh bien, dim E moins 1. Mais quelle est la dimension d'une droite vectorielle non nulle? 1. Dim de E moins 1 plus 1, dim de E. Donc les deux points sont vérifiés, c'est immédiat. Ces deux espaces sont supplémentaires. Ok. Et on termine ce chapitre avec une dernière formule, la formule de Grassmann, qui répond à la question générale: quelle est la dimension de f plus g? Alors attention à cette question, quand la somme est directe, on le sait, c'est la somme des dimensions. Mais quand la somme n'est pas directe, on n'a toujours pas répondu à cette question, alors c'est le moment. Eh bien, la formule générale, c'est la suivante. Dim de f plus g, c'est dim de f plus dim de g moins dim de f inter g. Je vous passe la preuve, je ne souhaite pas prendre trop de temps dans la vidéo. Elle est assez longue et un peu technique, mais il faut juste s'accrocher, il n'y a rien de très compliqué dedans. J'aimerais plutôt qu'on passe du temps sur un peu regarder à quoi ressemble cette formule. Notamment, faire peut-être un parallèle avec les probas. Ça doit vous rappeler quelque chose, typiquement, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. En fait, il y a le même problème qui se pose quand vous voulez mesurer la proba d'une union,
ou quand vous voulez calculer la dimension d'une somme. Ce problème, c'est le suivant. On en a parlé précédemment, dans la séance de live, là. La dimension de R plus R, c'est la dimension de R, c'est 1. Donc, comme R plus R n'est pas du tout une somme directe, si on essayait de dire que la dimension de R plus R, c'est la dimension de R plus la dimension de R, on compterait 2 fois la même chose. C'est exactement pareil quand vous dites que la proba de A union B, c'est la proba de A plus la proba de B, vous comptez l'intersection des deux en trop. Donc il faut l'enlever. P de A union B, c'est P de A plus P de B, moins ce qui a été compté 2 fois, P de A inter B. D'un point de vue de la dimension, c'est un peu la même chose qui se passe. Quand on a dimension de R plus R, c'est dimension de R d'accord, plus dimension de R d'accord, mais on a compté R inter R, c'est-à-dire R en trop. Donc 1 plus 1, 2, moins 1, on retombe bien sur 1. Ok, voilà la formule de Grassmann. Pour la retenir, je vous invite à penser à ce parallèle avec les probas. Voilà, merci et puis à bientôt.